Buonasera a tutti, merci de nous retrouver sur IHT en compagnie de mes fidèles confrères, le triumvirat des Jérôme, je n'ai pas dit la Trinité, hein. Jérôme Sousine de RCFM, buonasera, Guillermo Padovani de Corse Matin, buonasera Ino, et Jérôme Paul de Parole de Corse, buonasera boy. Alors l'information cette semaine concerne la Corse bien sûr, mais plutôt par le biais des événements nationaux et internationaux, plus que l'actualité locale, plutôt calme, contrairement à l'habitude. Alors il y a d'abord le blocage des raffineries pétrolières dû au mouvement de grève et ses conséquences sur l'approvisionnement des stations, donc sur le quotidien des gens, donc sur l'économie. Et à cela vient s'ajouter un climat social de plus en plus tendu qui se répercute sur le plan politique. Et on a aussi assisté cette semaine à de violentes passes d'armes à l'Assemblée nationale où le budget ne sera finalement adopté qu'avec le 49-3. Enfin, tout cela se situe dans un contexte international où la guerre en Ukraine pourrait s'étendre aux voisins les plus proches. Bref, un climat anxiogène qui nous fait nous interroger sur l'ampleur de la crise à venir. Cette crise, vous la sentez également venir, Jérôme Sousine ? C'est une cocotte minute, hein. Ça bout de tous les côtés. Qui est au fourneau, il y a les syndicats, évidemment. Le chef cuisinier n'arrive pas à trouver la bonne recette. Le chef cuistot, c'est le président Macron qui semble s'empêtrer de plus en plus. Tout ça, ça découle de quoi ? Ça découle de 2 ans de petits feux, si je peux rester dans la comparaison culinaire. Le petit feu, c'est-à-dire pendant 2 ans, tout était en sommeil avec le Covid. On discutait plus trop dans les entreprises, on a mis les choses de côté. Et puis tout d'un coup, il y a tout qui ressort. Il y a tout qui ressort parce que la vie a continué. Les gens ont en plus eu une aggravation de leur situation avec l'inflation galopante. Évidemment, ça grimpe, ça monte. Alors, si je reprends point par point ces événements, Jérôme, on y constate que la crise est à venir, mais aussi l'impuissance des pouvoirs publics par rapport à ces crises. On voit par rapport au problème des raffineries. Bon, c'est pas l'État qui est directement responsable, c'est l'entreprise totale, mais il y a une impuissance de l'État quand même. Il y a le pouvoir de réquisition qui a été utilisé. Oui, ça concerne les salariés. Mais après, c'est des problèmes qui sont privés, entre guillemets. Enfin, si on prend le problème de Total, c'est vraiment des revendications entre des salariés et une entreprise. Mais donc l'État, il fait ce qu'il peut, il subit, puis à un moment donné, il a un pouvoir en disant, si vous allez trop loin... Oui, il est à l'égard des salariés, ce pouvoir. Mais vis-à-vis de l'entreprise... Une entreprise qui fait des milliards de bénéfices et qui refuse une augmentation de 5%. Ça fait partie des sujets de fond, qui sont les surprofits. Et on revient à la thématique des surprofits. Est-ce qu'on va finir par les taxer ou pas les taxer ? C'est ça la question, elle est là. Mais en amont de tout ça, pour rebondir sur ce que dit Jérôme, c'est que ça fait un moment qu'on dit le 3e tour risque d'être dans la rue. Et là, on sent qu'il y a les prémices, peut-être, pour que ça arrive, parce qu'il commence à y avoir une accumulation. Le 49.3, moi j'adore quand même le maire qui dit nous n'utiliserons pas le 49.3 cette semaine. Ah oui. Il dit ça le jeudi, le mec. C'est normal, il part en week-end. Mais donc ça veut dire, il faut arrêter aussi de prendre les gens pour. Non, mais on sait tous que le 49.3 va être utilisé pour le budget. Ce que je veux dire, c'est qu'on est encore dans de la communication à 2 francs. Hein. Franchement, il faut le dire. On l'a dit là. Et donc ça, il faut que ça s'arrête parce qu'il faut être un peu plus pragmatique et gérer le pays. Parce que si on revient sur l'histoire de la crise pétrolière, enfin de l'alimentation dans les stations d'essence, ça fait longtemps que les alertes étaient là. Ça fait plus de 10 jours et l'État n'a pas réagi. Il n'a pas facilité la discussion ou aller. Donc ils subissent beaucoup. Maintenant, c'est ce que je pense sur par rapport aux Gilets jaunes, à la crise des Gilets jaunes qui a eu lieu, il y a eu une étincelle avec les Gilets jaunes. C'était la création d'une taxe. On n'a pas encore cette étincelle. Comme tu dis, c'était une espèce de cocotte minute, mais on n'a pas encore l'événement qui pourrait que ça puisse prendre feu. La taxation des super-profits, c'est pas dans la démarche de Macron. Le maire, d'ailleurs, ne sait même pas ce que c'est un super-profit, a-t-il dit. C'est l'ADN, l'identité même de ce gouvernement. Qui se concentre plutôt sur les classes moyennes, brise les classes moyennes et creuse finalement les inégalités. On parlait des Gilets jaunes, mais effectivement, je pense que la crise elle-même des Gilets jaunes a été totalement sous-estimée. Le Covid est passé par là, donc effectivement, on a un petit peu oublié
ce qu'ont été ces soubresauts. Mais aujourd'hui, on voit bien que la crise sanitaire a étouffé un petit peu cette contestation. Aujourd'hui, elle est obligée de ressortir, puisque la situation, rien ne va. Strictement rien ne va. Il y a des injustices grandissantes, des inégalités, je l'ai dit, qui sont terribles. Avec, on en parlait juste avant, lorsque vous voyez le patron de Total qui gagne 6 billions d'euros par an. Qui s'augmente de 52%. Et qui s'augmente de 52% et qui refuse finalement une augmentation à ses salariés. Alors évidemment, on peut contester le fait qu'ils fassent grève et que ça embête tout le monde. Oui, effectivement. C'est le propre d'une grève. Hein. C'est le propre. Bon, après tout, c'est le droit de grève, ça existe. Mais il faut quand même regarder un petit peu plus près et s'intéresser justement à ces inégalités qui seront demain le creuset, qui sont déjà le creuset des révoltes futures. Alors, on demande un effort à tout le monde, mais un peu moins quand même aux ultra-riches. Hein. Alors oui, il y a l'écart qui se creuse dans la société, puis il y a aussi le dialogue social qui n'existe pratiquement plus, c'est-à-dire qu'on en arrive aux extrémités, c'est-à-dire un conflit comme celui-ci qui paralyse une région entière, des régions entières. On le vit pas nous-mêmes ici, que nos immigrants, c'est chaud quand même. Et je veux dire par là qu'il n'y a plus de dialogue social. Pendant 2 ans, on le disait, ça a été mis tout ça de côté. Pendant 2 années, les grands penseurs des ressources humaines ont imaginé d'autres modes de fonctionnement, c'est-à-dire on communique par le mail, on communique par le Teams, le Tooms, le machin. Mais dans les entreprises... On fait des comités Théodule. Voilà, dans les entreprises, c'est une véritable... Il y a un mal-être social qui est important. On voit la CPM, c'est pas des feux de Dieu, des fous de Dieu à la CPM de Corse. Ils disent il y a un mal-être au travail, il faut l'entendre. Et je ne sais pas si à Total il y a un mal-être au travail, probablement s'il y a un conflit. Mais on peut penser qu'il y a beaucoup d'entreprises, et il y en a en ce moment qui sont en grève, et beaucoup qui vont tomber en grève, et mardi prochain, c'est peut-être le point de départ de quelque chose à suivre. Mais pour rebondir, tout à l'heure, tu disais, ce gouvernement, c'est la faute du gouvernement. Le problème qu'on a aujourd'hui sur ces super profits, sur ces grandes entreprises, c'est qu'on est dans un système qui est international et qu'à un moment donné, si tu veux faire une taxe sur les super profits, elle ne peut être que européenne. Parce que si demain la France décidait de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les sièges sociaux vont se délocaliser. Et donc ça ne peut être que coordonné au niveau international et au moins européen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la paupérisation les salariés subissent, parce que dans tous les métiers, il y a des vraies paupérisations, et en parallèle, effectivement, des grands patrons qui gagnent de plus en plus. C'est une espèce de lame de fond qui est complètement... qui est l'ultralibéralisme. On commence à payer l'addition de l'ultralibéralisme. C'est un système qui sait créer des richesses, mais qui les répartit pas, qui sait pas les répartir, ou qui ne veut pas les répartir. Et on a une suppression totale de la classe moyenne. Non, qui ne veut pas les répartir. C'est plus juste, parce que justement... Vous pensez que ça peut faire boule de neige, cette affaire des raffineries ? Plus le problème des retraites qui va arriver bientôt en débat à l'Assemblée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir une étincelle ? Parce qu'il faut qu'il y ait... pour qu'il y ait vraiment le feu, parce qu'après il y a un appel à manifestation le mardi prochain, je crois, de certaines organisations syndicales. Ça reste des opérations d'organisation syndicale. On n'a pas je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas le déclic. Et puis on s'aperçoit que c'est assez terrible, mais les gens ont subi beaucoup. On vous parle du Covid, on dit vous sortez pas, on sort pas. Là on vous dit il faut vous mettre à 19 degrés, on se met à 19 degrés. Bientôt on va finir à 0. Donc il n'y a pas un esprit de révolte, on le pressent pas pour le moment. Il peut y avoir une accumulation et faire qu'à un moment donné, s'il y a un déclic, ça parte. En tout cas, on l'a vu à l'Assemblée nationale cette semaine, ça a débordé sur le plan politique au moment des questions orales, sur les débats aussi budgétaires, dont nombre d'articles ont été rejetés par l'opposition et des amendements que le gouvernement refusait ont été adoptés. Est-ce qu'on va vers une crise politique plus longue La crise politique, c'est plutôt en tout cas un fonctionnement un petit peu plus équilibré en tout cas. On l'a vu, ex-République en marche, Renaissance aujourd'hui est mis régulièrement en difficulté par une aile gauche et une aile droite.
je parle essentiellement pour l'aile droite, je parle essentiellement du RN, puisqu'avec les 80 députés, aujourd'hui, on voit bien que la majorité est prise en tenaille. Donc, c'était inévitable. Effectivement, les sessions d'Assemblée nationale sont beaucoup plus animées et en tout cas beaucoup plus tumultueuses. Mais elles ne sont que le reflet de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et de la colère et de ce terrain aujourd'hui qui risque de Il peut y avoir une crise politique, éventuellement renversement du gouvernement. Renversement du gouvernement, bon, ça... Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, une crise sociale. Il se renverse tout seul, le gouvernement. Ben oui, socio-économique extrêmement forte. Oui, ça c'est certain. Le truc aussi, c'est que, par exemple, sur le budget, ils vont faire le 49.3. On le sait depuis le début, que c'est un outil et que le budget, ça fait partie des choses qu'il faut faire passer et qui peuvent passer en force. Après, le 49.3, ils vont pas pouvoir l'utiliser tous les jours. Et je crois que ils ont encore la possibilité, parce que le budget, c'est limité. Donc, sur quelques thématiques... Ils l'utiliseront moins que Michel Rocard, déjà. Voilà, parce que c'est encadré. Mais donc, sur quelques thématiques, ils vont pouvoir l'utiliser et faire passer quelques lois, mais à un moment donné, il peut y avoir un vrai blocage. Si derrière, en parallèle de ça, il y a des gens dans la rue, là, on peut arriver à une vraie crise politique. Le problème, c'est la rue. C'est la rue, je pense aussi. Le problème, c'est la rue. Soit ça se passe bien, c'est calme, soit ça se passe pas bien, et effectivement, l'étincelle, elle peut être là. Enfin, le problème ou la solution? Alors on avance un peu parce que ça dépend des avis politiques. Le temps tourne. Parlons de la situation politique locale. La semaine passée, tous les représentants des groupes de l'Assemblée étaient réunis autour du président de l'exécutif pour examiner les suites à donner à ce processus qui a du plomb dans l'aile. Un texte a été signé par tous, à l'exception de Joseph Adjagomet, le nom de Corsica Libre, qui a refusé de l'entériner. On écoute les réactions à l'issue de la réunion. La poursuite du processus pour construire ensemble une solution politique. Il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui-ci. Tant qu'il n'y a pas de clarification attendue, nous, on est non-participants sur le processus parisien. Il ne s'agit pas de retourner la table, il ne s'agit pas de déclarer la guerre. Il s'agit tout simplement de dire aujourd'hui, de cette façon-là, nous savons que nous allons vers un échec de ce processus et personne ne le souhaite. Alors, sortons d'un cycle de discussion simple, posons les vraies bases d'un processus pour que cela au moins ait des chances de réussir. Jérôme Souzini, il est mort ce processus ? Il n'est pas mort, mais... bouge encore. Il est malade. Il a du plomb dans l'aile. On remerciera peut-être collectivement l'article de Corse Matin de ce jour, qui nous donne peut-être la grande clé de cette énigme, pourquoi ça bloque, finalement. C'est-à-dire, on a la compréhension de ce qui est incompréhensible. Alors je précise que c'est la publication de la note des services du ministère de l'Intérieur qui fait, Dillon nous en dira plus, mais qui explique que la situation en Corse pourrait revenir à une violence oui, mais généralisée. Est-ce que ce n'est pas un énième prétexte de dire cela, d'agiter encore la menace de la violence. Ce qui est étrange, c'est quand même qu'il lie ce phénomène de violence à l'exécutif de Corse. Oui, non, mais ça paraît être un prétexte, un nouveau prétexte. Là aussi, on parle... On agite la violence. La violence, c'est toujours très commode pour stopper ou pour tuer dans l'œuf et finalement toute discussion, toute volonté de discuter. Il ne faut pas oublier que en fait, c'est parti parce qu'il y a eu de la violence. Darmanin est arrivé parce qu'il commençait à y avoir le feu en Corse et ils se sont dit où est-ce qu'on va avec cette histoire. Donc on est prêt à ouvrir le débat sur l'autonomie. Il ne faut pas oublier la phrase, c'est pas on va vous donner l'autonomie, c'est on est prêt à discuter. Et condition préalable, pas de violence, pas de bruit. Et là, on discute. Ça, c'est ce qui enclenche les discussions et le processus. Donc, on part de là. Mais si derrière, ça repart un petit peu, je pense qu'ils vont utiliser cet argument en disant on ne peut pas discuter puisque vous n'êtes pas... Mais là, on ne discute pas beaucoup quand même, et il n'y a pas de violence généralisée. Mais on ne discute pas beaucoup aussi parce qu'il n'y a pas de front uni du côté des Corses, du côté des élus corses, du côté des représentants. Bon, je l'ai déjà dit, mais on va le redire, mais c'est le président de l'exécutif doit être clair sur la question, notamment des prisonniers, puisque c'est la question qui revient aujourd'hui et qui a... Là, il a été... Oui,
Mais il a été, mais est-ce qu'il y a... Quels sont ses moyens d'action à ce niveau-là? Sur le terrain, avec Paul-Félix Benedetti, avec le PNC, avec les autres représentants, il n'y a pas d'unité. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, il faut pour ces cas Ferrand qui est cité dans ce rapport, d'ailleurs, c'est assez merveilleux qu'un ministre de l'Intérieur ait besoin d'une note pour comprendre ce qui se passe en Corse. Il suffit d'ouvrir le journal, d'écouter de la radio et regarder la télévision, on le comprend. Il était peut-être intéressant que les mêmes services lisent les notes qui avaient été rédigées concernant l'assassin d'Ivan Colonne pour comprendre que la situation était explosive. Donc, quand on veut lire les notes, on les lit. Quand on ne veut pas les lire, on ne les lit pas. Il y avait eu des rapports, des fuites de rapports, la note Bougrier sur la grande criminalité en Corse, ça n'a rien changé, semble-t-il. Le rapport Legras. Le rapport Legras. Par contre, quand il y a des notes dans un contexte politique, là, on les lit et c'est bien signé du ministère de l'Intérieur. Alors, chapeau, ça veut dire que ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un dossier juridique, ce cas Ferrand, c'est un dossier politique, éminemment politique. Il faut dissocier son cas, on le politise à outrance. Ce pauvre gars, je m'excuse, le type est en prison, il a purgé sa peine. Il y a des gens qui c'est comme si vous étiez à l'école, on vous mettait en permanence parce que vous avez fait une connerie, et puis dans la cour il y a une bagarre, on te dit tu sortiras pas tant que la bagarre continue. Mais c'est le contraire de la justice. Quand la justice n'est pas compréhensible par tous, ça devient c'est le ferment d'une révolte. Eh bien, nous arrivons presque au terme de notre émission avec notre rubrique habituelle, la dernière après ce générique. Alors, qu'est-ce qui vous a fait rugir, Guy Lorme, cette semaine? Rugir est un bien grand mot, mais les raisons de s'énerver, nous les avons déjà abordées largement jusqu'à présent. Oh, on est calme. On est calme. Mais non, peut-être un petit regard sur cette dernière réunion des croisières organisée par l'exécutif. Avec la CCI, avec les représentants du secteur. La CCI notamment évoque mais nous allons faire en sorte une fois que les bateaux seront équipés de filtres suffisamment performants, tout rentrera dans l'ordre. Non, rien ne rentrera dans l'ordre parce que cette activité est totalement inadaptée à la Corse. Ce n'est pas qu'une question de pollution de l'air, c'est une question de pollution visuelle, une question de pollution au sens large avec un tourisme de masse qui est littéralement déversé sur nos côtes avec cette activité. Donc il ne s'agit pas de mettre des filtres à ces cheminées pour régler le problème. Jérôme Paré, votre coup de sang? Moi, c'est les super profits. On revient un peu au début de l'émission, mais je regardais, Total, en 2022, au deuxième trimestre, a fait 5,7 milliards de bénéfices et 16 milliards en 2021. Et je voulais faire le parallèle avec les retraites, parce que les projections du déficit des retraites en 2025 va être de 8 à 17 milliards. Alors, on ne va pas demander à Total de payer les retraites de tous les Français. Mais si on additionne les grands groupes, Total, Esso, Bolloré, Arnaud, etc., il y a des masses d'argent qui sont considérables et un petit pourcentage sur ces masses d'argent peut-être éviterait aux gens d'aller travailler 2 ou 3 ans de plus. Voilà. Jérôme, vous allez finir à gauche. Jérôme Souzine. Je fais gaffe. Alors, il a parlé de super profit. Moi, je parle du super hôpital qui va super pas s'ouvrir à la date prévue. C'est absolument, là aussi, c'est la... Ouais, mais c'est la faute de syndicats, dit le palais de... Les syndicats sont responsables de tout. Non, il y a des gens malades, il y a des gens qui attendent, il y a des médecins qui n'attendent que ça, il y a des infirmières qui travaillent dans des situations intenables dans ce pays. On dit au mois de janvier, on verra, à Pâques, il y a des œufs, on verra s'ils arrivent. Puis en plus, il n'y a même pas de route pour y arriver. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui, messieurs. Merci à tous les trois pour vos analyses et votre courroux. On se retrouve la semaine prochaine. Intanto di Delphine Leoni, che vai da ridroit per ustu nudizia. Buonasera, buona settimana a tutti.